Donc je pense que je ne m'attache pas. Ce qui m'intéresse, je pense que les textes, j'écoute très rarement les enregistrements. J'écoute très 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 rarement parce que d'abord ça implique que je prenne le lecteur de cassette ou de CD, que je mette ma bande ou mon disque, alors que je peux prendre mon texte et le lire. Et à partir de ce moment-là, le travail se fait avec les textes. Je sais, vous conseillez dans le livre de les lire à voix haute. La plupart des gens à qui je transmets ça n'ont pas les enregistrements, ils ont que les textes. Ils entendent également la voix ou non? Il n'y a que vous qui l'entendez. Ah, tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend toujours. Ah oui, quand ça parle, tout le monde l'entend, ça c'est certain. Et alors là, vous avez... Moi, j'aimerais bien, parce que Jean-Claude me dit qu'il avait un exemple de questions-réponses, parce que je lui demandais tout à l'heure pourquoi est-ce que vous ne leur demandez pas. Là, on vient de l'avoir, là. Non, mais là, il a des... C'est la transcription, ça. c'est la transcription. Oui, c'est ce que j'ai amené tout à l'heure, je ne sais pas si on va l'écouter. Alors, évidemment, il faut y avoir des passages à voir. Il y a 40 minutes sur ce CD, dont ce que nous écoutons sont des extraits, en somme. Voilà, je ne sais pas comment vous avez disposé la chose. J'ai pris en suivant une demi-douzaine d'extraits. Ce qui importe, c'est, voilà, il y a des grandes lignes, à un moment donné, il y a des grandes lignes, il y a une introduction, on va dire, où on parle la plupart du temps de ce qui me concerne en propre, et puis, on élargit le débat, et on commence à rentrer sur un plan plus général. Voilà, là, je crois que dans ce texte, il est question d'une différence entre l'agissement et l'acte. Allez-y, voilà. Allez-y de développer. Non, mais moi je résume, puisqu'on m'a dit d'être simple, je le fais à travers le livre, à travers les anecdotes que je peux raconter, et je le fais ici à l'antenne, donc d'une façon peut-être un peu plus concise. Je crois que ce qui sort de ce texte du 26 décembre 1996, c'est qu'il y a un distinguo à opérer entre l'acte et l'agissement. L'acte serait ce qui passerait par notre cogito, donc à travers une intention, à travers une formulation, on va dire, qui rechercherait peut-être un profit, et l'agissement, ce serait quelque chose dans leur langage, je le dis bien, parce que c'est pas la définition de nos dictionnaires. L'agissement serait quelque chose de beaucoup plus spontané, pour ne pas dire fulgurant. Et ils s'attachent, eux, à l'agissement. C'est pour ça que l'ouverture de mon livre dit à un moment donné quel est l'acte qui justifie votre présence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte en réalité qui justifie notre présence, qui la justifie ou qui la justifiera. Par contre, dans nos agissements, il y a matière à espérer, je dis bien, à notre niveau à nous, puisqu'on ne situe pas les choses dans le futur, à espérer une évolution. Et ça, je crois que c'est un grand cadeau de savoir ça. Très bien. Moi, je reste scotché sur le ton que je trouve autoritaire et suffisant. Ce que j'attends pas du tout d'un enseignant. Je préfère les soubresauts de rire d'un Dalai Lama heureux, joyeux. Oui, mais ça, c'est l'image encore. Ça. Oui, ou de Lanza del Vasto, pour citer ce que j'ai rencontré. On m'a déjà reproché ça, il fallait être ouvert, il fallait... Bon, moi, je suis peut-être refermé sur moi-même, mais les gens qui ont besoin de moi, je crois que je vais à leur côté bénévolement quand ils me demandent. Je parle pas de votre voix. C'est pas votre voix. Je parle de celle qu'on entend. Mais c'est pas gênant, d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est qu'un timbre de voix, en réalité? Je le trouve peu agréable. Ah oui, mais attends, pour les gens de chair et d'os qui nous côtoyons, mais... Une voix désincarnée, elle peut être métallique, elle peut être... Un autre exemple, si vous voulez. Les indications que vous nous aviez soumises à propos, j'y reviens, de l'assassinat des moines, à cette sorte d'ordonnancement du mouvement. Non, pas sorte, Jean-Tel, ordonnancement tout court. La dénaturation de l'acte doit non seulement vous autoriser à le dévaluer, mais surtout à mettre en exergue la dépendance de ce dernier vis-à-vis de l'agissement. Gardez toujours à l'esprit le référentiel immuable que constitue l'équation établie, provoquée, et la récurrence, la vivant. Oui. Tenez, puisqu'il vous faut des exemples, procédons à une resuperposition de cette expression du mouvement en ce que vous nommez acte de bravoure ou encore acte désespéré. Oui. N'y a-t-il pas lieu, dans ces cas précis, d'établir une déstructuralisation de l'acte en tant que tel pour laisser libre cours au positionnement semi-fulgurant de l'agissement? La pensée se meut constitutionnellement, Jean-Tel. Elle est l'intelligence divine. Le conscient d'être n'en est qu'un filtre. Et votre cogito la dimensionnalise à son échelle. Cogito, autrement dit processus mental, Voilà, c'est ça. C'est un processus mental, le conscient d'être adapté à nos égos, on va dire. Les moines auxquels il est fait allusion là, ce reste les moines de Tibérine. Oui, Tibérine ou Tibériade. Oui, Tibériade, c'est le lac. Tibériade, c'est autre chose, oui. Oui, c'est ça. Oui, alors on avait considéré, évidemment, c'était quelque chose d'atroce pour nous, mais il y avait on va dire, une complicité inconsciente qui se faisait par la pensée, par pensée interposée, entre des martyrs et leurs bourreaux. Et on retrouve ça dans la martyrologie de l'Antiquité, où les gens allaient
aller se sacrifier avec l'image évidemment christique. Tout à l'heure, vous parliez de l'éducation judéo-chrétienne, c'est certain qu'il y a une influence de la pensée, ce qui veut bien dire que les choses ne meurent pas, qu'il y a des ruptures, mais qu'elles se reproduisent à un moment donné. Les choses disparaissent spatialement, mais demeurent temporellement. Et à un moment donné, elles ressurgissent lorsque l'ambiance prédispose à ce qu'elles ressurgissent. Et on les vit. Dans ton enfance, Jean-Claude, il y a un film qui t'a beaucoup marqué, le film Ben-Hur. Bien sûr. La musique du film également. Oui. Voilà. Qu'en est-il? Bon, la musique du film. La musique du film, on va pas parler je pense pas qu'il y a trop de musicologues à l'antenne, là. Non, mais on va parler surtout du personnage qui a écrit la musique, qui a composé la musique. Alors, on parle de pensée, hein. Tu as remarqué que depuis un long moment, on parle de pensée. C'est un mot que tu as souvent employé. Ouais. Le verbe apporterait-il la pensée? Le verbe traduit la pensée. À un moment donné, il la matérialise en tout cas. Au début fut le verbe, me dit la Bible. Moi, je vois que c'est plutôt la pensée qui, à un moment donné, qui se traduit par le verbe. Elle se traduit aussi par l'acte chez nous, voire l'agissement, ce qui est encore mieux. Bon, alors pourquoi Miklos Rozsa? On revient à la musique de Ben-Hur. Miklos Rozsa, à un moment donné, est venu, donc, quand il a écrit cette musique, dans le Colisée à Rome pour écrire cette musique. En tout cas, une partie de cette musique. Donc, il est venu avec son papier à musique, ses partitions, et il est venu chercher quoi? Il est venu chercher, certainement, ce que ces êtres appellent un ambiant, donc des mémoires, qui étaient susceptibles de se trouver là, dans une dimension qu'on va qualifier de temporelle, mais qui existait aussi spatialement. Lui, de par, on va dire, je prends les termes des textes là, de par sa capacité d'admissibilité d'impression, donc sa capacité à s'imprimer de quelque chose, il a pu se trouver à un moment donné en connexion avec des mémoires de souffrance, des mémoires peut-être d'émotion aussi, de joie, de certains qui étaient dans ces cirques, parce qu'il n'y avait pas que ceux qui souffraient, il y en avait qui prenaient du plaisir à voir les autres souffrir. Il a pu donc à un moment donné matérialiser par l'écriture de sa musique quelque chose d'une grande profondeur. Et si on écoute la musique de Ben-Hur, on s'aperçoit, je n'ai pas le texte là sous le nez, mais si j'avais su qu'on me pose cette question, je l'aurais porté, parce qu'Arsenstein a consacré 1 page et demie à Miklos Rozsa. Bon, c'est quand même bien, je trouve que c'est bien. Il faut déjà, si on regarde bien, parce que la pensée, elle ne se concrétise pas qu'à travers la réalisation du morceau. Il faut se rendre compte que cet homme a été appelé, personne ne lui a dit va dans le Colisée, c'est lui qui a été appelé. Et là, on rentre dans ces lois physiques dont peut-être Michel Carmassi, s'il reprend la parole tout à l'heure, nous parlera, qui est appelé chez ces êtres-là l'osmose attractive. C'est-à-dire que ce sont des lois physiques qui en amont gèrent nos destinées, gèrent nos existences. Est-ce que cela veut dire que les pierres, dont il a été beaucoup question en début de l'émission, les pierres auraient mémorisé? Complètement. Si je peux me permettre de me citer, je me citerai à travers la chanson du CD que tu as fait écouter tout à l'heure, la 10e, où je parle précisément du tréfonds de la reine s'élèvera, impalpable relent de conscience, un geste, un pouce qui se baissera, peut-être pour que soit en présence aujourd'hui et jadis. C'était ma façon à moi de rendre un hommage à Miklos Rozsa, parce que je crois que dans une arène, entre autres, on peut trouver quelque chose de vivant, d'éternellement vivant, on va dire. Voilà. Un commentaire, Marie-Thérèse de Brosse, ou l'écoute tout de suite d'un énième extrait? Non, pas du tout. De cet enseignement. C'est tout à fait normal. Je trouve cette espèce de lecture de l'environnement, des gens appellent ça mémoire akashique, mais il est bien évident que je fais un geste dans cette pièce et ce geste va rester sur les murs de ce studio et quelqu'un pourra le décoder un jour. C'est normal. Rien ne se perd encore. Pour nous, c'est normal. Un extrait alors de l'enseignement de Karsenstein. Malgré que vous m'ayez avisé d'un échec, malgré que, excusez-moi, le fait que je persiste à accomplir cette tâche qui n'aboutira pas n'est-il pas considéré par vous et les vôtres comme un manque de foi de ma part à votre égard? Mais non, puisque votre position intermédiaire ne peut prétendre dans ses potentialités actuelles à une meilleure répartition de l'échange. De surcroît, ce genre d'accommodat qui vous vit, revêtant un caractère unique et unitif tel que je viens de vous le dire, ne peut s'enfermer dans un concept quel qu'il soit. Cela impliquerait que nous nous adonnions à un comparativisme dont nous nous sommes toujours gardés en matière de choses vraies. Cela s'entend. Ne perdez pas de vue que nous venons de repositionner l'acte par rapport à l'agissement. Jean-Claude Pantel sur Ici et Maintenant, 95.2. Vous intervenez dans un moment par téléphone, mais on n'est pas au bout de nos propres questions. Marie-Thérèse de Brosse découvre la transcription, comme il en est de chaque enregistrement. Jean-Claude Pantel et ses amis couchent par écrit les questions-réponses pour alimenter le 3e volume
Il y a déjà donc 2 volumes disponibles. Là, ce qu'on entend, c'est le 4e. Oui. Bah oui. Mais le 3e n'est pas encore paru. Mais je me confine, moi, à la chronologie des faits, donc je suis obligé de dire que ça ne passera pas dans le 3e, ça n'y a pas la place. Il n'y a déjà plus la place. Donc les 2 premiers bouquins sont parus chez Ramuel, et le titre est Les visiteurs de l'espace-temps, tome 1, l'initiation, tome 2, le message. Ce message, c'est celui donc que nous entendons. Jean-Claude Pantel, est-ce qu'il vous est arrivé au cours de votre vie de prier pour que cela cesse, surtout dans les périodes souffrantes d'agression? Alors déjà, j'ai pas été éduqué dans la prière ou quoi que ce soit qui lui ressemble. J'ai un recueillement, je m'adonne un recueillement, un certain recueillement à des moments donnés. Je pense à la création plus qu'au créateur, je dirais. Mais je n'ai rien demandé, je n'ai jamais rien exigé. Sauf peut-être à un moment donné, lorsque mon ami était malade et que j'étais à l'hôpital et que je recevais des pierres, et je leur ai dit plutôt que de lancer des pierres, vous pourriez peut-être soigner des gens qui souffrent. Oui. C'était peut-être une prière, c'est plus une supplication qu'une prière, je dirais à ce moment-là. Et ça a été exaucé quand même. De souhaiter retrouver une vie normale, de vous faire oublier. Ah oui, mais j'aspirais à une certaine tranquillité. Mais je crois que le chemin, c'était Teilhard de Chardin qui disait le passage de l'homme ici-bas est un chemin de croix, il faut le prendre comme tel. Moi, je crois qu'on a tous notre croix à porter. La mienne, elle vous paraît peut-être plus lourde, mais enfin, j'ai quand même, en ayant été dégagé d'obligations professionnelles à un moment donné, donc de certaines contingences, je crois que j'ai pas perdu au change, parce que ce que je fais, je le fais bénévolement, je le fais avec sincérité, même si ça paraît pas très joyeux. C'est en tout cas sincère et très spontané de ma part. Très bien. Mais cette sacro-sainte liberté qu'ils ont voulu pour vous, en vous dégageant d'obligations professionnelles, vous a en fait convaincu de ne pas procréer, de ne pas avoir d'enfants. Et alors pourquoi, paradoxe, quand même assez un petit peu avant, vous colle-t-il un petit chien entre les bras, eux qui vous souhaitent la plus grande des libertés? Non, il coltine pas un petit chien dans les bras, c'est produit. Moi, si je rencontre quelqu'un dans la rue qui est malheureux, je vais l'héberger, c'est mais logique. Ce petit chien n'est pas venu croiser votre chemin par hasard. Il n'a pas croisé le mien, il a croisé celui de mon épouse à l'époque, et je crois que j'aurais agi de même. Bon, il est vrai que je craignais pour sa survie, et je me disais, si il doit décéder autant qu'il décède de suite avant qu'on s'y attache, c'est très lâche de ma part, mais je pense que c'est une réaction humaine. J'avais pas envie de le voir disparaître, et je l'ai vu disparaître, puisqu'il a tenu quand même 15 ans, et donc c'est moi qui ai assisté à ces derniers instants. Mais c'est quelque chose la rupture est quelque chose qui me dérange, pas la mienne, mais celle de ceux qui m'entourent. Je crois qu'on est tous plus ou moins comme ça, je suis pas exceptionnel. Bien que je sache, à travers ce message, et à travers d'autres enseignements, on va dire, qui existent autour de nous, à travers lesquels il faut faire des recoupements, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a autre chose après notre rupture, précisément la vie, parce qu'on appelle la vie après la vie. Hein. Voilà, non, j'ai pas voulu d'enfant, mais c'est bien avant le message. Je pensais que je l'avais en moi, quoi. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on dit dans ces textes-là, ce qu'on dit dans ce message, ce qu'on me fait dire aussi, moi, à travers mon interprétation, c'est quelque chose qui est déjà en nous. C'est Saint-Exupéry disait on peut pas avoir en nous cette notion, on peut pas avoir cette notion d'absolu si elle n'existait pas déjà en nous, enfin quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, ça veut dire qu'on possède la chose. Moi, je ne fais qu'extirper de l'intérieur des autres, entre guillemets, hein, j'ai dit c'est ce message, et moi, disons, en tant que support, ne faisons qu'extirper quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ce qui fait que ça peut déstabiliser à un moment, parce que sinon on peut dire c'est absurde, c'est pas cohérent. Non, à un moment donné ça devient tellement cohérent que ça dérange profondément. Et ce message est dangereux. Un confrère à vous me disait en partant, ce qui me dérange, c'est que ce message risque de faire sombrer dans le laxisme des gens qui vont dire bon, puisqu'il n'y a rien à entreprendre, demeurons comme ça. Mais ça, ils l'ont déjà en eux, cette information, ils l'ont déjà en eux. Moi, ça m'empêche pas de continuer à me battre, de me lever tous les matins, d'aller faire mon sport, de continuer à mener une hygiène de vie et de parler aux gens. J'ai pas baissé les bras. Justement, j'avais prévu de vous questionner là-dessus. Peut-être parce que j'ai une vocation anthropocentrique, pour revenir à ce mot. Peut-être. Justement, bien qu'on se tue à vous dire, à travers ces messages et au fil des années, qu'il ne sert à rien d'entreprendre, pourquoi êtes-vous aussi accroché à non seulement la carrière artistique, mais aussi le fait de courir et d'être un marathonien de haut niveau? Je ne suis attaché à aucune carrière artistique, ni à être un marathonien. Je pense que j'ai besoin je reçois de l'énergie, j'ai une énergie qui est différente, d'après Michel Karmachy, d'après des médecins, bon, c'est vrai. Je suis obligé, à un moment donné, de vivre cette loi des échanges. Alors, la loi des échanges, moi, il m'a été donné de la vivre à travers certaines aptitudes. Ces aptitudes ont été, à un moment donné, la course à pied, peut-être l'Antiquité, la Grèce antique, les jeux du stade, enfin, on peut parler de tout ce qu'on veut. Et puis aussi la chanson, parce que la chanson, à un moment donné, j'ai compris qu'elle pouvait véhiculer des choses importantes.
Quand je dis des choses importantes, c'est des pensées riches qui pouvaient permettre à un moment donné à tout un chacun. Moi, je l'ai vécu à mon petit niveau. J'ai débuté en écoutant Luis Mariano avec ma mère, et puis j'ai découvert Ferré, Ferrat, Brassens, Brel et consorts après. Et j'ai pu entendre qu'on pouvait dire d'autres choses en chanson. Est-ce qu'il vous serait arrivé déjà de mettre en doute, vous dire qu'après tout, vous pourriez être le sujet de manipulation, disons, de base astrale ou d'astral moyen, d'esprit farceur, et non pas forcément frappeur, quoique, qui, derrière un langage très très ampoulé ou alambiqué, dissimule une absence de révélation vraiment pertinente sur l'univers qui est le leur? Il n'y a qu'à vérifier. Quand on dit la disponibilité s'appelle bonheur, elle ne demande rien mais se saisit de tout, on la vit. On la vit. C'est quelque chose que nous vivons, que mes amis et moi vivons. Quand on nous dit il y a un changement du magnétisme qui va s'opérer avant que ce changement s'opère, et qu'il va y avoir une mutation, une viralisation mutationniste, qu'il va y avoir une suractivité volcanique marine, et qu'il va y avoir donc avant El Niño. Donc ces choses-là, on peut les démontrer par la suite. Mais cette connaissance n'est pas réservée aux sages? Non, mais il s'agit pas il s'agit pas de sagesse. Il s'agit simplement de faire un constat de la véracité de quelque chose ou précisément du contraire, de son contraire. Or là, il s'est avéré que la disponibilité peut s'appeler bonheur. Elle ne demande rien, mais se saisit de tout. C'est vrai que quand on est disponible, quand on n'est pas dépendant de ce qu'on entreprend, les choses qui se présentent à nous ont une toute autre saveur et on les vit tout à fait différemment. Ça, c'est incontournable. Et c'est facile à dire après coup, mais en le vivant, c'est quand même autre chose. En écoutant les messages, les voix, et puis en lisant tes deux livres, j'ai écrit cette phrase: la société de consommation sera la consommation de la société. Est-ce que c'est ça le message? Non, ça c'était le message de ce qu'on appelle les semi-géométrisés à l'époque. Mais enfin, il s'avère qu'ils se sont pas trompés de beaucoup, parce que moi je crois que on va pas vers un mieux là, ne serait-ce qu'au niveau social. On va pas vers un mieux. On va vers un matérialisme exacerbé. Bon, si Jésus, il y a 2000 ans, on parlait de dépouillement, et pas que Jésus d'ailleurs, parce que dans les autres religions, les autres philosophies, on en parle aussi, on s'aperçoit qu'on a fait carrément volte-face, on n'a pas continué dans cette voie-là. Donc la société de consommation sera la consommation de la société. Mais ils disent, le message dit à un moment donné, à court terme, on voit les limites d'une société, à moyen terme, d'une civilisation, et à long terme d'une espèce. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, ce message, il sert précisément à percevoir les limites. Et percevant les limites, ça rend beaucoup plus humble. Je redis tout à l'heure, qui dit humilité dit respect, qui dit respect dit amour. Mais amour, avec un grand A. Les 700 pages des deux livres, oui. Didier en a parlé tout à l'heure. Oui. Bon, l'éditeur pratiquement inconnu au bataillon. Oui. Aucun autre éditeur n'a accepté de... Mais oui, mais il faut savoir déjà dans quelles conditions ça s'est passé, parce que cette histoire, bon, je le raconterai évidemment comment ça s'est passé. Moi, je n'ai jamais cherché à éditer le livre de par mes propres moyens, de par mes propres volontés. C'est Madame Burel, pour la citer, puisque les éditions Ramuel appartiennent à Madame Françoise Burel, qui m'a appelé un samedi après-midi pour me dire qu'elle était intéressée. Elle avait appris que j'avais écrit un livre et qu'elle était intéressée pour éditer le livre. Quand j'ai demandé à rencontrer cette dame, elle m'a dit: je n'ai pas besoin de vous rencontrer. Bon, ça paraît quand même bizarre. Je n'ai signé aucun contrat, j'ai édité ce livre. Et bon, voilà comment ça s'est passé. Petite question, est-ce qu'on peut encore se le procurer? Moi, je sais que j'avais suggéré à mes amis de l'acheter. Il était introuvable. Est-ce qu'on peut encore le trouver? On va le trouver, on va certainement le rééditer. Mais je pense que oui, il est trouvable, puisque moi j'en ai commandé récemment 6 et je les ai reçus. Ben, c'est la bonne nouvelle. Je vous rappelle que nous sommes sur Ici et Maintenant 95.2. Les livres dont il est question se trouvent édités par la maison Ramuel, R-A-M-U-E-L, et l'auteur est Jean-Claude Pantel. Ici et Maintenant 95.2, Didier Deplège au micro, accompagné de Marie-Thérèse Debrosse et Jean-Claude Carton. Notre invité, Jean-Claude Pantel. Le sujet est vaste, on a à peine fait le tour. Reprenons avec des curiosités du côté de Marie-Thérèse Debrosse quant à l'analyse des voix. C'est ce que tu évoquais. Parce que dans la mesure où on a la chance d'avoir ces enregistrements de voix, et que maintenant on a quand même des techniques tout à fait sophistiquées et précises pour analyser les voix, alors j'aimerais savoir quel travail a été fait autour de ces enregistrements.
Je sais que Francis Gatti a procédé de son côté à des analyses avec des techniciens. Donc il a fait paraître, moi j'ai pas internet, donc sur son site il a fait paraître des résultats que vous ignorez. Que j'ignore totalement. Mais bon, Francis Gatti, je sais, est à l'écoute de l'émission ce soir, donc s'il veut intervenir, s'il veut appeler, il dira ce qu'il veut dire. Je lui dis bonsoir d'avance déjà si je sais qu'il est à l'antenne. C'est apparemment un fan, ce Gatti. Il se manifeste beaucoup sur Internet, comme le Jean-Baptiste de l'affaire, non? Ben, il a pris mes parts parce qu'il a trouvé à un moment donné que j'étais tourné en dérision. Moi, je le prends pas mal de toute façon. Il m'a engueulé sur le net parce que je m'occupais pas de Pantel. Ouais. Oui, il voudrait que cette histoire, à un moment donné, arrive à un certain degré de... J'étais pas en France, monsieur Gatti. Je ne suis pas totalement maîtresse de mes déplacements. Voilà, mais c'est vrai qu'il est très... Donc, ces analyses de voix auraient donné... Elles auraient été menées dans quelle direction? Il n'y a que lui qui pourrait en parler parce que moi, je ne sais pas. Moi, de mon côté, j'ai pas fait de recherche. Je me confine à l'interprétation, la transposition, on va dire, des textes. Bon, tout à l'heure, vous disiez que c'était compliqué dans le livre, qu'il fallait mieux donner les textes à l'état brut. Non, je disais pas qu'il vaut mieux. Je crains qu'en donnant les textes bruts, je resitue ce que j'ai dit tout à l'heure, je crains que, en donnant le texte brut sans les commentaires, on aille dans le mur parce que ça devienne vraiment ingrat. Oui, donc il fallait qu'il le fasse comme ça. Je pense qu'il aurait dû y avoir un travail éditorial sur son bouquin parce que moi je considère Pantel, je suis pas la seule, comme un sujet quand même tout à fait passionnant. Il faudrait pas le traiter comme un animal de cirque et de laboratoire. Moi j'ai trop vu ou des calculateurs prodiges, etc., qui étaient montrés comme des bêtes dans les zoos et Monstré, c'était pas mal. Monstré, exactement, oui. Et c'est un petit peu ce qui va commencer à se passer autour de Pantel, parce que la moindre personne qu'il voit, comme n'importe qui voit le Dalai Lama, il pond un bouquin. N'importe qui va voir Pantel. J'ai eu une pierre sur mon pare-brise, vous comprenez. C'est pas ça le fond du problème. Je crois que c'est pas les anecdotes autour de Pantel. Les anecdotes de Pantel sont très intéressantes pour montrer que il y a un départ qu'on pourrait dire objectif. Moi, je reviens toujours à cette chose, c'est que comme la société a dû l'éliminer tellement il dérangeait. On l'a refusé, qu'il soit dans un cadre normal, soit à l'armée, soit dans son boulot. Quelqu'un qui dérange à ce point, c'est que quand même, le dossier est solide. C'est pas révolutionnaire, lui il a rien fait, il est en bagarre avec personne. Donc c'est ce qui se manifeste à travers lui, quoique ce qui se manifeste encore une fois, n'est à la limite pas supportable pour le discours auquel nous sommes habitués. J'ai dire le discours normal, puisque la normalité est une notion simplement statistique. Bon, Jean-Claude est hors norme, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être l'étudier un petit peu bien, encore une fois pour en faire un phénomène de zoo, et entre autres, je pense que l'histoire des voix, ne serait-ce que si on pouvait établir une corrélation entre sa voix à lui, parce que c'est les fréquences auditives que nous n'entendons pas, mais que les appareils que captent très bien, sont proches de celles de la voix qui se manifeste. D'après l'orchestrateur avec lequel je travaille en studio, donc les chansons qu'on a entendues tout à l'heure, il y aurait certaines similitudes. Bon, lui, il travaille sur ma voix en permanence, donc il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de protection. Il y a certaines fois, il semble qu'il y ait quelque chose qui ressemble. Pour lui, dans les fréquences, maintenant il y a des programmes on va dire, où il y a des spectres vocaux qui se font, on peut modifier une voix, on peut faire ce qu'on veut. Et là, il dit qu'à certaines voix, il y a des fois il y a une respiration, il y a quelque chose qui ressemble profondément à... Oui, c'est intéressant, oui. Est-ce que Jean-Claude Pantel accepterait la pose des électrodes à la Maurice Joyeux avec les enfants de Medjugorje pour savoir si les courbes changent au moment à 17h ou 18h des apparitions? Pour savoir que ce qui se passe cérébralement. Il faut déjà que ça se passe. Savoir que ça va se passer. En même temps, vous ne savez jamais, mais quand vous faites une réunion avec justement ce groupe d'amis qui travaillent avec vous et que vous voulez faire ces enseignements à partager, que vous avez votre magnétophone et que d'autres personnes que vous posent les questions. Quelquefois, il y a personne à l'autre bout de la ligne, ça se produit ou non? C'est-à-dire personne au bout de la ligne. C'est-à-dire vous n'avez pas un de vos interlocuteurs habituels de notre espace où ils viennent toujours quand vous venez travailler.
Ah non, quand on travaille sur quelque chose qui est déjà établi. Ah, qui a déjà été fait. Ils ont les textes à l'avance, parce qu'il faut travailler les textes avant d'en parler. Ils travaillent sur les textes. Moi, je leur ai donné, c'était la condition, on va dire, sine qua non au départ. Oui. J'avais dit à la personne qui gérait le groupe qu'il fallait que les gens aient en leur possession les textes, qu'ils les lisent, qu'ils les travaillent, et qu'on les travaillerait chronologiquement, dans l'ordre dont ils nous sont parvenus, par petits groupes. Oui, mais quand vous les travaillez, c'est uniquement Jean-Claude Pantel qui communique. Ah, il n'y a pas de. Ah non, il n'y a pas les voix. Pas d'intervention. Non, là on est là, il n'y a que nous quoi. Il n'y a que nous là. Non, d'accord. Oui. Non, mais ça, il faut préciser tout ça. Hein. Jean-Claude, est-ce que tu sais qu'on t'a comparé à Edgar Cayce? On me l'a déjà dit, oui. Oui, on m'a déjà dit ça. Oui. Mais à l'époque de Jimmy Gueux déjà. Hein. Oui, si ce n'est que vous n'êtes pas ensommeillé. Lui, il dormait la plupart du temps. Il y a un regret aussi, c'est la bague dans cette fameuse VHS de Gueux. La bague qu'il avait perdue la veille et qui revient au doigt de Jean-Claude Pantel, mais malheureusement hors champ. Ce n'est pas filmé par la caméra. Ouais. Pourquoi n'y a-t-il pas de documents vidéo de manifestation? Ah non, alors là, Didier, quand même, on a suffisamment passé d'heures dans des laboratoires de parapsychologie avec des caméras qui se déclenchent toutes seules, etc., pour essayer de filmer. C'est très rare. Hein. Mais pourquoi? Ça ne me dit pas pourquoi. C'est très rare. Mais le commandant Tisanet, le spécialiste des hantises pour la gendarmerie, insistait bien sur le côté malin du phénomène. Malin. Qui nous échappe. Oui, mais Jimmy Gueux à ce sujet justifie. Effectivement, il répond à la question avant même qu'on la lui pose. Il dit c'est par discrétion pour ne pas nous influencer. Bon. En fait, personne n'a vraiment d'explication. Respectons notre libre arbitre. Hein. Et pourquoi finalement des appareils photo quelquefois se bloquent, mais pas toujours? Pourquoi Jean-Claude Pantel apparaît tranquillement devant la webcam alors qu'en certains cas il aurait été impossible, paraît-il, de le photographier? Vous avez une réponse à ça, Jean-Claude Pantel? Non, moi je sais, disons que je me confinerai aux conséquences, hein, la cause je la connais pas, et il est certain que quand on a cherché à filmer, donc dans les années 70, au début des années 70, et à l'époque, comme le dit si bien Alain Lecaire dans la cassette de Jimmy Gueux, le caméscope n'existait pas, donc c'était une caméra, c'était un professionnel d'ailleurs qui était là, la caméra bloquée quoi. Les caméras bloquées, puisqu'il y en avait plusieurs. Donc il y a impossibilité de filmer. Mais pourquoi? On n'a jamais su pourquoi. Un bloqué, c'est différent. Parce que moi, lorsque j'ai rencontré Pantel, j'avais mon appareil, c'est une vieille habitude. Et sa compagne m'a dit non, vous ne pourrez pas le prendre en photo. Et vous êtes parfaitement apparu sur ma pellicule et votre ami disait que c'était impossible de vous prendre en photo. Cela dit, il y a eu des photos que je ne suis pas sorti effectivement. Cela dit, moi, je sais par Jimmy, notamment. Je sais par expérience que parmi les sujets psy avec lesquels j'ai travaillé, il n'y en a que 2 avec lesquels j'ai eu des problèmes de photo. L'une, c'est cette abductée qui s'appelle Sarah. Et chaque fois que je la prenais en photo, j'avais autre chose, j'avais un phénomène lumineux, alors que j'avais tout le décor, les gens à côté d'elle, etc. Et l'autre, c'est cet abducté anglais, Jason, qui lui interdit à ma caméra de fonctionner. Ma caméra se bloque quand je veux le photographier, alors qu'elle marche dans toutes les autres directions. Et j'ai pu le photographier une fois, la seule fois où il a permis à un appareil de marcher. Et il y a une anecdote, le jour de ton mariage avec Lucette, il y a des personnes que tu n'as pas invitées, qui sont présentes sur des photos. Oui, c'est vrai. Quelle explication? Bon, il semble qu'à un moment donné, il y ait des semi-géométrisés qui soient venus à la cérémonie, hein, puisqu'il y avait une dame qui filmait, et qui n'appartenait pas. Qui n'était pas invitée, que personne ne connaissait et qui filmait. Famille. Oui. Un monsieur aussi, un homme. Je me souviens pas, je me rappelle bien de la dame, puisque la dame, on l'avait revue après la librairie d'Alain Lecaire, dans la Rose et le Lotus à l'époque à Aix. Je me rappelle de cette anecdote. Mais alors pourquoi tous les témoins si nombreux ne sont pas dans cette pièce, et pourquoi inversement ceux qui sont dans cette pièce ne sont pas témoins? Question qu'on peut se poser. Oh non, nous ne sommes pas en attente, mais un peu quand même. Mais la soirée n'est pas terminée. Les auditeurs, par contre, vont nous rejoindre, s'ils le souhaitent. Auditeurs à questions, auditeurs à témoignages, amis de Jean-Claude Pantel, des gens qui l'ont connu, des gens qui veulent témoigner, bref, les standards sont ouverts. Même en position de point de non-retour, il demeure possible de mieux conjuguer à l'unisson qualité des choses à vivre et qualité des choses vécues. Vos semblables
pourront toujours traduire cette expression du mouvement en tant qu'amour de son prochain. Mais sauront-ils vraiment s'en convaincre? Je ne sais pas. La chose leur appartient, Chantelle. Oui. Allez, à bientôt. À bientôt, Karzenstein, merci. Bon. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean. Oui, bonsoir Monsieur Pantel, bonsoir à tous les invités. J'avais 3 questions à vous poser et puis une réflexion personnelle. Alors la première question, est-ce que ces créatures qui vous contactent vous ont parlé de la nature de Dieu, pour faire simple, hein? Voilà, ils ont une définition, ils parlent du Père à des moments donnés, mais je pense que c'est parce que nous sommes accoutumés à cette terminologie. Oui. Sinon, ils parlent d'un systématisme originel. Voilà. Donc c'est peut-être une expression un petit peu plus scientifique, on va dire. D'accord. Et ils développent un petit peu ce concept, non? Le concept n'est pas spécialement développé, simplement une fois ils ont dit tout est égal à tout, sauf seul le Père est supérieur à tout. Quoi. D'accord. Et est-ce qu'ils parlent de notre réalité humaine, nous, qu'est-ce qu'ils disent de comment nous sommes conçus, ce qui nous anime Ce qui nous anime, c'est déjà le mouvement, oui. Le mouvement cosmique dans lequel on se situe. Après, le reste, ça passe par un cogito, c'est-à-dire un conscient d'être, qui lui, ils appellent ce que nous sommes un spécifisme. Hein. Donc il y a différents spécifismes dans notre univers, dans notre nature à nous, et nous sommes habilités à vivre des situations, des événements en fonction de circonstances, et on s'y adapte plus ou moins en fonction précisément de notre information et de ce que notre cogito nous propose. Ah, d'accord. Hein? D'accord, nous sommes en fait pour eux comme des relais d'une pensée universelle. Tout à fait. Que nous transcrivons en fonction de notre spécificité. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que la pensée, qui est un des textes de 1994, il y en a eu 2 en 1994, est un texte fondamental puisqu'on s'aperçoit que c'est la pensée qui gère tout. Quoi. C'est l'élément causal, donc. Voilà, tout à fait, c'est la pensée. D'accord. Qui visite toutes les espèces. Tout à fait, qui, en fonction de l'espèce, spécifie. Voilà, c'est cela. C'est ça. Et donc, autre chose, est-ce qu'il nous parle de la pluralité des mondes et de leur visite sur notre planète? Non, moi je pense qu'ils appartiennent à notre environnement direct. D'accord. Et que quand on a parlé de voyage, entre autres, ils disent que nous sommes voyagés. Ah. Donc on peut considérer que ce qu'ils appellent des flux directionnels sont des courants dans lesquels ils se situent, ils passent et ils demeurent peut-être à des moments donnés si l'environnement leur convient. C'est ma déduction. Hein, oui, voilà. Ah, d'accord, ok. Oui, et puis la dernière réflexion, c'était, oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question sur la nature bénéfique ou non de ces créatures? Est-ce qu'il y a lieu de se poser cette question ou pas? Si on demeure dans des notions de manichéisme, oui, mais sinon ça n'a pas lieu, parce que je pense que cette pensée, à un moment donné, elle octroie des énergies qui se disposent en fonction d'éléments qui sont aussi extérieurs à nous. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être, pour reprendre un terme qui était à la mode à une certaine époque, responsable, mais pas coupable, quoi. Hein, il y a un échange, il y a une interactivité qui se propose, et on la vit. Une sorte de neutralité, quoi. Voilà. Je crois qu'il faut le prendre comme ça. Je voulais juste témoigner concernant Madame Burel, effectivement, que j'avais au téléphone il y a très longtemps, oui. Et qui m'avait témoigné, effectivement, quand elle était au téléphone avec vous, qu'il se passait énormément de manifestations, même dans son espace vital. Oui. Il y a 3-4 ans de ça, vous voyez. Et je ne vous connaissais pas, j'ai jamais lu vos livres. Et le hasard a voulu que je vous entende à la radio. Donc je porte témoignage indirectement de votre éditrice qui jadis m'avait parlé de manifestations, en tout cas paranormales, dont elle avait été témoin. Était témoin, quand elle était en contact téléphonique avec vous. C'est ça. Ben merci voilà. de me rappeler. En tout cas, merci. Hein. De rien, merci Jean, au revoir. Au revoir. Marie-Thérèse, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Pantel, comment peux-tu situer ces êtres par rapport à nous? Sur quel plan? Sur le plan des contacts que tu as avec eux, des dialogues, des messages que tu reçois. Disons que c'est les êtres de lumière, on va parler de Karzenstein, on va dire c'est ceux qui sont,
être, et nous existons, nous sommes, disons, plusieurs crans en dessous. Et un jour, elle m'a dit, vous êtes le pont entre ce qui est et ce qui existe. Bon, mais je crois qu'elle a répondu. Ce qui est, pour elle, n'a pas de forme, et donc revêt un caractère d'éternité, comme on a dit tout à l'heure. Et ce qui existe, c'est quelque chose qui rentre dans une forme, et qui obligatoirement est voué à un provisoire. Les espèces humaines, selon eux, ils les catégorisent dans comment? Ils les mettent où? Les espèces humaines, je pense ils sont une espèce humaine, des espèces humaines, puisqu'il y a plusieurs catégories. Et il y a donc les fluidiques, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, fluidoluminescents, pour reprendre leur terminologie. Il y a les semi-géométrisés et les géométrisés dont nous faisons partie. Nous accueillons Jacques. Jacques, bonjour. Oui, bonjour à vous tous. Moi, je suis aux anges. Hein. Et évidemment, je vous écoute là depuis tout le début. Puis à chaque fois, j'avais envie de faire une réflexion parce que, bien sûr, tout le monde attend là tout de suite un effet. Et à un moment donné, je me suis ému un petit peu parce que j'ai remarqué que dans le cadre des manifestations réelles des entités, il faut une communion. Il faut aucun mot négatif. Et quand j'entendais, je crois que c'est Didier Deplège qui est là avec vous, vous entendez poser des questions pertinentes, qui lance un débat et qui soutient toute cette conversation, mais je ne pense pas que, enfin à mon sens, je ne sais pas, peut-être que Jean-Claude, alors que Pantel me démentira si je me trompe, mais il y a un trop grand flot de questions négatives, enfin pour qu'il se manifeste, il faut d'une communion, il faut d'un amour qui entoure tout ça, et je ne suis pas étonné que seul dans son groupe, ou même avec quelqu'un, même avec moi qui ne connais pas, ça pourrait se placer parce qu'on a un infiniment respect du moindre mot qui peut choquer, comme empouler, comme tous ces mots-là, c'est foutu. Ça, c'est la goutte de prisure dans le bol de lait. Hein. Je voudrais pas venir à la rescousse de Didier, oui. Mais le rôle d'un animateur de la... J'ai compris, mais nous ne sommes pas dans ce rôle. Nous sommes dans un monde spirituel en ce moment. Il faut faire un distinguo, et je ne critique personne. Non, bien sûr, monsieur, mais justement, lorsque Didier peut sembler paraître négatif, oui. Ça permet justement à Jean-Claude de se relancer et d'aller plus loin. Tout cela, je le comprends parfaitement, et c'est pas moi qui critiquerai Didier Deplège, j'adore son émission, mais je dis que là, au moment T, lorsque l'on attend d'un monde spirituel quelque chose, c'est une communion, c'est spécial, ça n'est pas du tout une émission ordinaire que nous faisons, et c'est ça seulement qui me fait peur, parce que je me dis, si quelque chose doit se passer, les entités doivent se dire, qu'ai-je à venir là-dedans, puisqu'on ridiculise personne. Ben justement, Jacques. Oui. Oui, j'ai bien entendu ce que tu as dit. J'ai décidé de jouer franc vis-à-vis de ce genre de manifestation possible en disant, quitte à ne rien voir parce que je vous ai froissé, tant pis, parce que je vous trouve arrogant, je le dis. Maintenant, si vous êtes fair-play, eh bien, manifestez-vous. Oui. Quand je dis je vous trouve arrogant, c'est pas aux auditeurs ni à toi, bien entendu, tu l'avais compris. Non, je l'ai compris. Aux entités. Non, mais je vis le passe-muraille, je vis la déambulation extracorporelle, je vis ce qu'on appelle la NDE, que moi j'appelle l'ADEX, et la déambulation extracorporelle tout simplement. Bon, je suis complètement dans ce monde, je suis parfois même bousculé, etc. C'est pour ça que je me dis, ces gens ne se rendent pas compte de la subtilité, peut-être même quelque part d'une forme de susceptibilité que peut représenter ces gens. Alors qui tant sont pis pour eux. Qui sont prêts à tout vous donner, mais à condition que vous vous mettez sur leur longueur d'onde. C'est une question de longueur d'onde. Non, pas du tout. Hein, ce n'est pas d'accord avec ça. Non, c'est pas une question de dévotion. On est dévot à personne. C'est une question tout simplement de longueur d'onde. Si vous ne passez pas par l'onde subtile d'amour, de communion, vous ne passez pas le chat de l'aiguille. C'est pas possible. Merci du conseil, Jacques. Je crois qu'on a compris, mais je ne change pas, je ne retire rien. J'ai trouvé des morceaux de ces textes limite ennuyeux. Si c'est le prix qu'il faut payer de ne rien voir se produire parce qu'on est sincère, tant pis, je conserve ma sincérité. Je ne suis pas convaincu de l'universalité de ces textes. Je trouve qu'ils sont trop empoulés pour concerner le grand nombre, qu'ils sont élitistes, qu'il faut faire visiblement trop d'efforts pour les comprendre par rapport à Ramana Maharshi, voire même Castaneda, que j'ai fréquenté au long de 8 bouquins avec grand plaisir. Là, parfois, je cale sur des textes qui demandent beaucoup trop d'efforts pour le peu qu'ils me donnent. Ce n'est que mon point de vue, mais je me dois de le dire.
Cela dit, chacun peut penser qu'il s'agit d'un instant magique et se contenter d'une non-production d'effets pour le trouver magique. Moi, je suis plus exigeant, je suis désolé. La symphonie du Nouveau Monde, ce n'est pas un hasard d'ailleurs, c'est Jean-Claude Pantel, parce qu'on trouve souvent référence à cette symphonie qu'on en avait choisi les extraits. Marie-Thérèse de Brosse découvre le passe-muraille, la fonction passe-muraille de Jean-Claude Pantel. La fonction passe-muraille de Pantel, je ne connaissais pas, mais enfin, j'en ai tellement découvert dans ses livres en parlant avec lui que pourquoi pas passer à travers les murailles. Je croyais que c'était simplement les objets qui passaient à travers les murailles, mais évidemment dans mes dossiers j'ai tous ces gens qui passent à travers les murs, alors pourquoi pas vous, après tout. Seulement j'envie beaucoup Bernard Bidot d'avoir été là. Lui dit qu'il a été terrifié, d'ailleurs c'est curieux. Comme ce genre de phénomène suscite souvent la peur. Hein. La surprise, je pense. La surprise, elle peut enfanter la peur après. Il y a un décalage de toute façon entre les deux. Moi, je crois que c'est plus la surprise dans un premier temps. La peur, c'est quand on se rend compte précisément qu'il s'est produit quelque chose de surprenant. Parce qu'on n'a pas peur dans l'instant. Bon, moi, je vous vois apparaître, mais je suis surpris. Puis après, si mon cogito va commencer à fonctionner, je dis, mais par où elle est passée, quoi. C'est là que ça devient une forme de peur. Il y a peur quand on est menacé, mais de se dire que le monde fonctionne de façon naturelle, d'un seul coup, c'est un petit peu dur à accepter quand même. Oui. Nous accueillons Jean-Philippe. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. J'ai écouté l'émission depuis à peu près le début, mais j'ai pas eu la présentation. En fait, j'ai été assez surpris. Jean-Claude, vous avez parlé de personnes décontactées ou qui auraient une démarche différente, des personnes qui parlent dans les gares, qui auraient une démarche comme ralentie. Ou une démarche, vous parlez d'une démarche, une attitude. Oui, alors vous pouvez m'en dire plus sur ces personnes, puisque j'ai une amie en fait qui, suite à une expérience à un coma, et donc elle a fait une NDE, donc et a des dons et médium. Enfin, je l'ai appelée la dernière fois et elle m'a demandé si je croyais aux extraterrestres d'une certaine manière. Elle m'a parlé de ces gens-là, qu'elle les avait vus et qu'ils existaient. Donc c'est la deuxième fois, vous êtes la deuxième personne qui m'en parlait. Voilà, moi j'avais relevé ce comportement. Hein. C'est quelque chose qui est visible à l'œil nu pour quiconque est concerné par la situation. C'est vrai que on peut croiser dans la rue des personnes qui ont une démarche particulière, pour revenir à votre terme, mais sans pour autant que ça appartienne à une espèce de semi-géométrisé. Ça peut être quelqu'un d'handicapé, ça peut être quelqu'un de fatigué, quelqu'un il y a différentes sortes de fonctionnement en fonction de l'humeur, de la santé, etc. Mais là, dans ce cas-là, ça a été régulier, quoi. Les quelques rencontres que j'ai pu effectuer avec ces êtres-là dénotaient bien de leur part une différence profonde dans leur attitude, leur gestuelle, on va dire. Et donc, ce sont des gens qui existent en permanence, d'une certaine manière? Ah ben oui, moi je pense qu'ils sont avec nous dans le système, dans la société, et que je ne sais pas les positions qu'ils occupent, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin d'occuper de position particulière au niveau de notre mode de vie. Ils sont noyés dans le paysage, en quelque sorte. Ils sont noyés dans le paysage, et moi je suis convaincu qu'ils s'alimentent de nos émotions, ce qui expliquerait que bien souvent il y a des choses qui nous paraissent difficiles à accepter, mais ça peut être tout aussi bien des émotions de joie. Je ne sais pas si on va y venir tout à l'heure, mais Didier tout à l'heure me disait qu'on aborderait le pourquoi de la chose à travers ces enfants qui avaient été élevés à un moment donné, pris en charge dans les années 70. Qu'est-ce qu'il en était advenu? Voilà, bon, peut-être on va l'aborder un peu plus tard. Bon, c'est sûr que ça a été un grand tournant dans cette histoire, et on y viendra, je pense qu'il faudra y venir. Si on n'y vient pas dans l'émission, j'y viendrai de toute façon dans le livre. Je me permets de vous interrompre, justement, vous parlez de se nourrir des émotions, et une auditrice en antenne, Fatima, pour la nommer, nous demandait si Marie-Thérèse de Brosse et autres pouvaient revenir sur ce terme de vampire qui a été utilisé en début d'antenne. Ah oui, quand je parle de vampire, c'est une expression imagée qu'on utilise pour les êtres qui pompent littéralement l'énergie des autres. Ils se nourrissent de l'énergie des autres, comme les vampires se nourrissent du sang des animaux, ou dans les contes fantastiques, des sangs des humains. Vampiriser quelqu'un, c'est quand même prendre sa force vitale. C'est ça, vampiriser quelqu'un. Ben oui. Mais d'ailleurs, Didier parlait de Castaneda. Moi, j'ai passé 6 semaines avec lui, alors côté vampire, c'était extraordinaire. Il arrivait, il avait l'air d'avoir 70 ans, et puis il plaisantait, il sautait, il jonglait, au bout d'un certain temps, il dansait avec une énergie extraordinaire,
Il repartait, il avait 30 ans. Mais alors, tout son entourage était épuisé. Oui, on a évoqué sur cette antenne, il y a plusieurs mois, le fait que des entités peuvent se nourrir de nos frayeurs collectives, par exemple. Donc, créer un choc, un tremblement de terre, ou je ne sais quoi, une émotion très forte, et puis ramasser comme on ramasse la crème sur le lait. Oui, mais c'est vrai, parce que cet ami m'a parlé exactement en ces termes, mais dans le sens où il prenait le plus négatif de nous. Alors, je suis assez étonné. Alors, c'est qu'il le transmette. En fait, elle m'a dit, je les ai vus, ils sont à Saint-Ouen. Alors moi, j'habite Saint-Ouen dans les Puces, et elle me dit, ils sont au marché, il y a un côté propre, enfin un côté bien, et apparemment, elle les aurait vus, et elle voit donc le corps astral, l'aura, les chakras, et elle m'a dit qu'en dessous, ils avaient une chair gluante. Ils n'étaient pas faits comme nous, etc. Et apparemment, ils ont effectivement ils portent des lunettes. Si on regarde bien, elles sont différentes. Enfin, donc j'ai pas bien compris. Mais ce soir, c'est vrai que j'apporte un intérêt, une curiosité, une ouverture suite à ce que j'ai pu comprendre, quoi. Voilà, je ne sais pas moi s'ils disposent d'une chair gluante. Je les ai pas touchés, hein, mais moi j'ai repéré la gestuelle. C'est à travers la gestuelle et quelquefois le débit de parole qui me semblait un petit peu ralenti. Mais sinon, j'ai rien remarqué d'exceptionnel dans leur comportement, en tout cas qui mérite d'être relevé et qui permettrait en tout cas de les identifier comme ça à brûle pour point au détour d'une rue, quoi. Mais d'après vous, ils pourraient aussi bien d'une manière vampirique pomper une énergie aussi négative. Mais négative, je sais pas. Vous savez, moi depuis quelques années, j'ai rejeté un petit peu ces notions un peu manichéennes de haut, de bas, parce que en fin de compte, il y a des textes qui en parlent un petit peu du haut astral, du bas astral, et qui disent qu'en fin de compte, c'est notre verticalité par rapport au ciel que nous estimons être au-dessus, qui fait qu'on voit le haut et le bas, alors que le ciel est au-dessus des pieds, au-dessus des têtes comme au-dessous des pieds. Et là, à partir de ce moment-là, on a des notions complètement. On raisonne avec la conséquence et on n'aborde jamais la cause des choses. Et je crois que les textes servent à ça, et si difficile puisse-t-il paraître de prime abord, je crois qu'ils permettent à un moment donné de remettre les choses à leur place, de les repositionner. Alors se nourrir des basses énergies ou des hautes énergies, moi je crois que c'est de l'énergie, et à un moment donné, ces énergies, elles prennent la forme qu'elles doivent prendre. Il y a des époques, Alexis Carrel il disait pourquoi le siècle des Lumières, pourquoi les musiciens à telle époque, pourquoi les peintres à telle époque, bien parce qu'il y a précisément des éléments extérieurs que appellent des ambiants et qui font que certaines situations se déroulent d'une façon qui convient mieux ou moins bien à notre raisonnement. Je crois que c'est ça qu'il faut se dire, mais c'est la même énergie. C'est exactement la même énergie. Moi j'en tiens pour preuve qu'au niveau artistique, quand il y a une inspiration, c'est-à-dire que je vais composer quelque chose, je ne l'ai pas choisi délibérément. On n'a pas l'intention d'intercepter, d'être inspiré. Ça vient pas. Et je crois que c'est vrai pour la plupart des agissements que nous produisons. Donc, il n'y a pas de bien et de mal. Celui qui est habité par l'envie je vais être dans les extrêmes, de tuer, d'assassiner, et celui qui va écrire une chanson ou faire un poème, je crois qu'il est vécu par la même énergie. Simplement, il est prédisposé à la chose par son information d'une part, et par l'ambiance d'autre part. Et il y a d'autres facteurs certainement qu'on ne situe pas. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. Jésus a dit, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est évident qu'il y a des pressions que nous subissons qui peuvent des fois nous faire, on va dire, mal agir, puisqu'on veut parler comme ça, ou bien agir, voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, non, je comprends bien, je suis musicien également, et à travers la musique indienne, c'est la conscience qu'on a. On est serviteur de la musique, de quelque chose qui est, comme vous disiez, éternel. Et le prana, si c'est un petit peu ce que vous décrivez, ou je ne sais pas si on peut le comprendre comme ça, c'est l'énergie vitale qui nous précède, qui est partout et qui est un tout, qui compose tout, qui est présent partout. C'est une énergie très élevée, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'alimentation, enfin dans l'art, dans la musique, dans la science de l'habitat, C'est cela. C'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on respire. Après, il y a des nuances à établir, et ces nuances, elles peuvent se situer au niveau des phénomènes de groupe, etc. Ça change, ça prend une ampleur plus ou moins nuancée selon que il y a du monde, il n'y a pas de monde, il y a un climat particulier, voilà. Et là, après, on va nous déterminer dans la conséquence de l'événement sa qualité de bonne ou de mauvaise. Et je crois que là encore, on est dans l'erreur. Mais bon, ça, c'est à chacun de faire sa démarche, je crois.
L'auditeur précédent parlait des mondes, des 3 mondes. Donc vous confirmez la présence ou la rencontre prochaine des 3 mondes. C'est un petit peu aussi de toute façon, 3 mondes, on va... vous savez que quand il parle de... Souvent, c'est par triade, hein, il y a le conscient, semi-conscient, l'inconscient. Quand elle parle de pression, enfin, je parle de Carl Eisenstein, pression cosmique, atmosphérique, artérielle. Bon, je pense que c'est un résumé de toutes ces choses-là. Il y en a beaucoup plus que 3. Bon, il semble que dans ce que j'ai dit tout à l'heure, il y ait les fluidoluminescents, on va dire, les semi-géométrisés et les géométrisés. Mais c'est peut-être un raccourci aussi. Je pense qu'il y a quand même des nuances à établir. Tous les semi-géométrisés ne sont pas les mêmes. Hein. Ça, c'est évident. Et nous, déjà, en tant que géométrisés, on voit nos propres différences. Hein. Merci beaucoup et bonne nuit. Merci à toi. Et à vous écouter. Au revoir. Marie-Thérèse, Jean-Claude, Didier. Moi, j'écouterais bien un morceau de Pantel. D'accord. Du pur Pantel au chant, à la composition. Un titre sans doute récent. Là, c'est Devenant. Fait de tant d'espoir, voués au pilori, elle s'en vient l'histoire, demander un sursis, une trêve, le temps de bien cerner enfin le pourquoi, le comment, du début d'une fin. En marge des fléaux qu'on dit à notre porte, au nom des idéaux que la morale apporte, si la planète Terre doit une fois de plus endosser la colère de quelques dieux déchus, devenons les titans de l'amour et en cœur, débusquons de l'instant ce qu'est l'ordre intérieur, irradié du cosmos par la même lumière, celle de la symbiose qui régit l'univers. Pas de religion pour canaliser la foi, de politique pour cadencer notre pas, pour vivre sans entrain, sans désenchantement, la mort du quotidien, dérisoire bilan. Sans doute que lassés de nous sentir sereins, les démons du passé passeront leur chemin, négociant par ailleurs leur triste destinée, laissant à d'autres fleurs le soin de s'exhaler. Et tous nos faux besoins, insatiables envies, connaîtront le déclin en le corps de l'oubli. Et petit à petit, l'ennui cédant le pas, se verra interdit de séjour ici-bas. Et se reconstruira ainsi à notre insu ce que fut autrefois, ce qui fut le début, ce qui a précédé, ce qu'aujourd'hui nous sommes, espèce inachevée que l'on appelle l'homme, au terme de la vue, de la métamorphose, en la forme et le but du bon ordre des choses, le terme est par défaut, de temps limitatif, se conjuguera au présent définitif. Et combien même si se prolongent encore, par une antinomie, les méandres du sort qui nous est dévolu depuis des millénaires, nous aurons convaincus, par-delà nos frontières, une force plus forte que l'acte ou le langage, un courant qui exhorte depuis l'âge des âges, ce renouveau transi, refrain de l'absolu, que nos voix aujourd'hui cristallisent au nu. Devenons les titans de l'amour et en cœur, débusquons de l'instant ce qu'est l'ordre intérieur, irradié du cosmos par la même lumière, celle de la symbiose qui régit l'univers. Pas de religion pour canaliser la foi, de politique pour cadencer notre pas, pour vivre sans emprunt, sans désenchantement, la mort du quotidien, dérisoire filant. Et se reconstruira ainsi à notre insu ce que fut autrefois, ce qui fut le début, ce qui a précédé, ce qu'aujourd'hui nous sommes, espèce inachevée.
Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, également ici et maintenant.com, en compagnie de Marie-Thérèse de Brosse et Jean-Claude Pontel. Cette chanson, c'est Devenons. C'est cela. Tu as l'intention d'en faire une comédie musicale? Disons que tout étant lié, on a eu l'idée. J'ai pas été le seul à l'avoir, avec des amis. Donc il y a Jean-Luc Spagnolo, je les cite un petit peu parce que c'est les gens avec qui je travaille. Jean-Luc Spagnolo qui est l'orchestrateur de Pierre Bachelet, enfin entre autres. Et puis d'anciens membres du Big Bazar, Gégé Candy, sa femme, Vava Candy, et d'autres encore. Hein. On a pensé qu'on pouvait, disons, avec un fil conducteur, monter une histoire qui pourrait commenter le message que je reçois à travers Karzenstein et les siens, on va dire. Alors, le thème, ce serait donc une étudiante en philo qui, à travers ses devoirs, surprendrait un petit peu les copies qu'elle rend donc à son professeur, surprendrait un peu ce professeur qui, à un moment donné, lui poserait la question d'où lui provient cette façon de raisonner, de penser. Et elle lui dirait, puisque ça s'appelle Le Voyageur de l'Orage, hein, on a baptisé ça comme ça. Le titre est... Oui, le titre on l'a pris comme ça, parce qu'on a trouvé que ça correspondait assez bien au contexte. Et elle dit donc à son professeur que les soirs d'orage lui apparaît un personnage qui vient lui dicter des idées, quoi. Et comme dans Les Pierres, avec l'orage, il y a quand même encore une notion de violence. On a beaucoup parlé des voix. Oui, mais c'est souvent, Victor Hugo dit dans Le Lapidé, hein, ce merveilleux poème, il dit à un moment donné, parce que ce Lapidé est un sage qui a été lapidé par on retrouve les pierres dans le Lapidé. Voilà, évidemment. Donc il est enseveli, Victor Hugo dit ce tas de pierres qu'il a enseveli mort et le tua vivant, il a ces images extraordinaires. Et à la fin, il dit que la personne qui l'interroge s'adresse à Dieu, il dit mais pourquoi Dieu avoir laissé mourir cet homme alors qu'il te représentait, qu'il portait ta parole? Et Dieu lui répond, les hommes ne sont pas suffisamment, ils sont oublieux, ils ne sont pas assez attentifs, et lorsque je veux leur parler, j'utilise le tonnerre. J'emploie une voix plus forte, il appelle le tonnerre. Voilà. Jean-Claude, j'aimerais revenir les 50 francs à la gare Saint-Charles. Ils sont terribles. Tu te mets en colère, mais ces êtres te disent il ne sert à rien de vous mettre en colère. Nous sommes puissants, très puissants. Félicitez-vous que nous ne vous voulions aucun mal. Vous n'êtes pas en mesure de rivaliser de quelque manière que ce soit avec nous. Oui. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé tout à l'heure de peur. Moi, j'ai dit il n'y a pas de hantise, mais il y a quand même d'abord un effet de surprise. Il y avait quand même une forme de crainte parce que j'étais tout seul sur le quai de la gare. Hein. J'aimerais revenir sur ces êtres que tu rencontres à la gare Saint-Charles, à Marseille. Oui. En 67. Tu les revois une deuxième fois. Oui. Mais là, c'est toujours à Marseille. Tu peux raconter aux auditeurs ce qui se passe rue Lafayette à Marseille? 27 rue Lafayette, c'est un immeuble qui existe toujours, mais dont l'immeuble qui le jouxte s'est effondré en juillet 95 ou 96. Il faudrait que je vérifie les archives d'une façon bizarre qui n'a jamais été expliquée. Bon, je le dis parce que ça a quand même son importance, parce que moi j'ai les photos avant et après, parce que j'ai été prendre les photos après évidemment, parce que ça m'intéressait au premier chef, d'autant que j'avais été avisé la veille par téléphone que l'immeuble était tombé. On va faire dès le début, sinon personne ne pourra vous suivre, Jean-Claude. D'accord, bon, mais je pensais pas parler de cette histoire, mais le 25 ou 26 juillet 95 ou 96, moi je dirais 96, il y a un immeuble qui s'est effondré et qui jouxte le 27 rue Lafayette où je me suis trouvé en relation avec ces personnages. Je suis avisé par un coup de téléphone par un de mes amis précisément du Big Bazar, donc Gégé Candy, qui arrivait donc j'habitais Auriol à l'époque, qui arrivait sur Auriol, il me dit, il paraît qu'il y aurait une explosion, Jean-Claude, à Marseille, nous arriverons demain, il y aurait une explosion à Marseille où un immeuble se serait effondré. Bon, moi j'enregistre ce qu'il me dit, quand je dis j'enregistre, j'en tiens compte. Le lendemain, j'apprends, effectivement, qu'il y a qu'un immeuble s'est effondré. Donc là, j'ai au téléphone un ami qui me dit, ce qui est important, c'est de savoir où est cet immeuble. Et mets ton poste de télé, tu vas comprendre à 13h, aux informations de 13h, tu vas tout de suite comprendre. Et effectivement, en mettant la télé, j'ai reconnu l'immeuble. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'explosion avait eu lieu le matin à 9h. Et que moi, j'avais été avisé le soir par mon ami Gégé. Hein. Donc, c'était pas lui qui m'avait téléphoné. Donc, il y avait une transposition qui avait été faite dans le temps. Hein. Donc, l'immeuble s'est effondré le matin à 9h. Et j'avais été avisé de sa chute la veille au soir. Bon, c'est le premier phénomène, il est là. Ensuite, bon, cet immeuble où j'ai rencontré les gens, c'est un immeuble assez particulier dans la mesure où on y rentrait que si on nous ouvrait la porte. C'est-à-dire que, évidemment, c'est normal, il faut sonner chez quelqu'un. Mais là, quand on devait rentrer, il y avait toujours ou quelqu'un qui rentrait ou qui sortait et qui nous faisait signe de suivre ou qui nous laissait passer. De nous-mêmes, moi, chaque fois que j'y suis allé de moi-même, je suis pas allé souvent, mais jamais on m'a ouvert.
J'aurais pu sonner, je pense qu'on m'aurait ouvert nulle part. Mais en plus, je me risquais pas à sonner. Je voudrais revenir à ta nuit de noces. On a eu une semaine de battement après le mariage, où on est parti, on n'est pas allé loin de Marseille, on est allé à Nice, où on a vécu à peu près normalement, calmement en tout cas. C'est au retour, lorsqu'on a récupéré la petite chambre dans laquelle je vivais en attendant que l'appartement qu'on avait commandé soit construit, qu'on commençait ces phénomènes, être enfermé dans l'armoire, la nuit d'encre, dans la nuit sépulcrale, moi je dirais, dans la chambre, etc., etc., etc. Et le verre d'anthésite? L'anthésite, c'est arrivé lorsque nous avions, donc, l'appartement qu'on avait commandé ne nous a pas été délivré, dans la mesure où, le promoteur, qui était en même temps le patron, n'a pas voulu nous le vendre parce qu'il estimait que c'était dérangeant, dangereux pour l'environnement. Et on est allé louer un appartement ailleurs. Et c'est dans cet appartement que se sont manifestées les voix pour la première fois, notamment, dans cette penderie où nous avions déposé des amendes qui ont craqué, mais je pense que c'était pour nous faire valoir qu'il y avait des présences, parce que je pense pas qu'ils mangent ni qu'ils boivent, et nous, donc c'était Lucette à l'époque, qui avait déduit qu'ils pouvaient avoir soif parce qu'ils avaient eu faim, et qui leur a proposé de l'anthésite, donc on leur a donné de l'anthésite.